Au-delà de la profession, il y a la personne. Ce qu'est une personne est le résultat de plusieurs interactions. Visage sur les RCB accueille des hommes et des femmes d'une grande diversité. Venez découvrir les interactions qui ont forgé ces êtres et font leur succès tous les samedis à partir de 15h sur la radio mère RCB. Auditeurs et auditrices des radios catholiques du Burkina, bienvenue à votre émission Visage sur les RCB. Aujourd'hui, Visage sur les RCB nous fait sortir du Faso pour nous amener au Niger à la rencontre de l'archevêque de Niamey, son Excellence Monseigneur Laurent Lompo, ici présent. Excellence, bienvenue à cette émission, bienvenue dans le studio des radios catholiques du Burkina. Vous êtes archevêque de Niamey au Niger et le Niger fait partie de la conférence épiscopale Burkina-Niger CBN. Avant d'en arriver à une meilleure connaissance de votre personne, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs pourquoi une conférence épiscopale Burkina-Niger? La conférence épiscopale Burkina-Niger est une instance où les évêques du Niger et du Burkina Faso, en commun accord avec le Saint-Siège, a voulu que nos églises locales du Burkina et du Niger, qui sont des églises du Sahel, que ces églises collaborent en vue d'annoncer l'évangile. Et au Niger, nous avons 2 diocèses et nous faisons partie de cette conférence et toutes nos réflexions, nous les faisons ensemble pour que l'évangile soit entendu. Étant entendu que le Niger comme le Burkina Faso, nous sommes du Sahel et de manière culturelle, nous avons des origines communes. Et c'est pour cela que nous réfléchissons ensemble pour la bonne marche de nos églises. Voilà qui est bien clair pour nos fidèles auditeurs et auditrices des radios catholiques du Burkina qui brûlent à présent d'impatience pour mieux connaître l'archevêque de Niamey que vous êtes. Pour vous, qui suis-je? C'était la question de Jésus à ses disciples. Nous n'allons pas vous laisser nous poser cette question. Nous nous pressons de vous demander de vous présenter vous-même à nos fidèles auditeurs. Je suis Monseigneur Laurent Lompo, l'archevêque de Niamey, depuis 8 ans. J'ai été ordonné évêque auxiliaire en 2013 et 1 an après, j'ai été nommé archevêque. Et pendant qu'on préparait mon installation, sont intervenus les événements que tout le monde connaît de janvier 2015 où nos églises ont été brûlées. Suite à Charlie Hebdo en France, et comme dit dans les livres saints, les grands-pères ont mangé les raisins et les dents des petits-fils sont agacés. C'est arrivé en France et la terreur s'est abattue sur nous au Niger comme si nous étions les responsables de ce qui s'est passé en Europe, les caricatures du prophète Mohammed. Cela nous a coûté d'une manière, nous avons été durement éprouvés, nos églises brûlées, et nous avons gardé la foi. En venant aujourd'hui dans cet studio pour parler de ma personne, je dis tout simplement, je ne suis qu'un simple serviteur. J'ai fait ma formation au Burkina Faso en tant que séminariste. D'abord dans le séminaire technique à Nouna, ensuite au grand séminaire de Ouaga, Saint-Jean de Ouayalguin, et enfin au grand séminaire Saint-Pierre-Claver à Bobo. Durant ce temps, j'ai appris beaucoup de choses au Burkina et d'aucuns disent même que je suis burkinabé par l'accent et souvent aussi par le nom, puisque quand on dit Lompo, au Niger, on m'appelle
le Burkinabé, parce que je porte le nom Lompo et je viens au Burkina, on me dit, mais Lompo ne peut pas exister, des Lompo au Niger. J'ai dit, les Gourmandiers, c'est une ethnie à cheval entre le Burkina et le Niger, le Togo, le Bénin. Et ensemble, c'est pour cela que je fais partie de ce grand ensemble. Donc, après le grand séminaire, j'ai été ordonné en 1997 et cette année même, je fêterai mes 25 ans de vie sacerdotale. J'ai fait une formation en Europe, je suis revenu. J'ai occupé le poste de vicaire général pendant 10 ans et c'est suite à cela que j'ai été demandé à être évêque auxiliaire, ensuite archevêque. Et aujourd'hui, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour que l'évangile soit annoncé dans ce pays à 98% musulmans. Justement, les radios catholiques du Burkina se joignent à moi pour déjà vous traduire toutes nos félicitations pour ces 25 ans de vie sacerdotale. Et nous savons à peu près maintenant ce que vous êtes. Nous connaissons votre parcours. Ce parcours du grand séminaire à l'ordination sacerdotale et épiscopale et jusqu'à votre élévation comme archevêque de Niamey. Alors, pouvez-vous nous parler maintenant de la situation religieuse au Niger où on a l'impression que l'Église constitue un peu ces petits restes du peuple d'Israël au milieu de la masse? Effectivement, l'Église du Niger et l'Église famille du Niger est une petite entité au cœur de la grande masse musulmane. Et comme je viens de le dire, c'est 98% des musulmans. Mais cette Église vit pleinement sa foi et elle s'intègre dans toutes les parties sociopolitiques et économiques du pays parce que très longtemps, l'Église a compris que annoncer l'Évangile, c'est d'abord faire des chrétiens, mais annoncer l'Évangile, c'est aussi être des personnes de contact avec les personnes avec qui nous vivons. Très longtemps, on s'est engagé beaucoup dans les écoles, dans les œuvres sociales, les écoles, la santé, au niveau de la Caritas et au niveau du pays actuellement, nous sommes acceptés par la grande masse et le travail que l'Église fait est beaucoup apprécié par la communauté musulmane et beaucoup aussi apprécié par les autorités de ce pays. Donc, à vous entendre, il y a ces dialogues interreligieux qui existent entre les différentes religions. Et quelle analyse vous pouvez faire à présent de ces rapports entre les deux grandes religions, justement, à vous entendre, le catholicisme et l'islam au Niger? Parlant du dialogue interreligieux, je le dis haut et fort au Niger, le dialogue interreligieux entre catholiques, je peux dire même protestants et musulmans, le dialogue est bon. Parce que malgré notre petit nombre, nous sommes intégrés dans plusieurs instances du pays et nous sommes consultés même par les autorités en cas de prise de position par rapport au pays, malgré notre nombre. Et nous avons créé un cadre qu'on appelle CEDI, le comité de dialogue interreligieux où les chrétiens, catholiques et protestants en lien avec les musulmans dialoguent à longueur de journée. Suite aux événements des 16 et 17 janvier 2015 de Charlie Hebdo, les églises brûlées, nous avons trouvé utile d'être encore, faire le dialogue non pas seulement au sommet, mais le dialogue à la base. Et pour cela, nous nous intéressons à la jeunesse. Nous avons envoyé des prêtres qui ont été formés pour être à la hauteur en vue de dialoguer. Et moi-même, à toutes les instances au niveau du dialogue, quand le temps le permet, je suis avec ces musulmans. Et même pour montrer que le dialogue est bon et en lien avec les autorités, je suis choisi au niveau étatique comme grand témoin dans le Conseil national du dialogue politique et nous sommes représentés au même titre que les musulmans pour pouvoir cheminer. Quand il y a eu Covid, nous avons été appelés par le gouvernement pour que nous soyons une instance. J'ai même été le responsable de la commission
national de la lutte contre Covid au niveau religieux. Cela, pour nous, est d'une importance capitale. Et nous travaillons pour que ce dialogue puisse être non pas seulement à des façades, mais un dialogue vrai dans le contact. Et au niveau de nos écoles, nous faisons beaucoup. Nous avons une bonne intégration des instituteurs et institutrices musulmans qui sont avec nous et nous collaborons pour la formation des enfants, de telle sorte que dès la base, nous puissions nous estimer les uns les autres pour marcher dans un pays, même si c'est 98% musulmans. Merci à vous pour ces beaux témoignages sur la réalité de ces dialogues entre différentes religions au Niger. Le Niger, comme le Burkina Faso, connaît aujourd'hui une recrudescence d'attaques à main armée attribuées à des individus souvent non identifiés ou souvent identifiés quand ce sont ces individus même qui revendiquent ces attaques. Et en tant qu'archevêque de Niamey et citoyen, quelle analyse faites-vous de cette situation d'insécurité qui frappe nos deux pays, le Burkina Faso et le Niger? Et cette insécurité, vous avez parlé du Burkina et du Niger, je peux même l'élargir, c'est les pays du Sahel. Et aujourd'hui, on ne parle plus même du Sahel, on parle de l'Afrique de l'Ouest, puisque le Ghana est touché, le Bénin est touché, même une partie de la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu une rencontre ici au Burkina Faso dans le cadre de l'initiative Paix au Sahel. Et actuellement, l'analyse que nous pouvons faire, c'est une situation qui mérite assez que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons de la religion traditionnelle, à conjuguer nos forces pour que la terreur s'arrête. Les difficultés que vous vivez au Burkina, les différentes attaques, et je pense chez nous aussi c'est la même chose. Moi qui vous parle, dans l'archidiocèse de Niamey, nous avons 3 paroisses qui sont fermées, où nous n'avons plus de présence ni de prêtres, ni de religieuses. La communauté chrétienne, certains ont été contraints de quitter. Les populations déplacées internes, c'est un grand nombre dans ma paroisse d'origine qui est vers la frontière avec le Burkina Faso. On dénombre plus de 13 000 déplacés internes et c'est des difficultés pour moi en tant qu'archevêque. Et nous essayons de voir comment nous allons faire pour supporter ces familles et comment nous allons même interroger aussi les responsables pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions. Nous savons bien qu'au Niger, nous avons plusieurs forces militaires étrangères, telles les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Toutes ces forces sont présentes et des fois on s'interroge comment se fait-il que toutes ces forces soient présentes et qu'à côté dans les villages on attaque, on tue. Mais je pense que c'est une question d'abord à voir au niveau général. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Et pour moi, je pense que ce n'est pas un phénomène religieux seulement. C'est un problème économique. Tant que des personnes seront frustrées, tant que des personnes vivent dans l'opulence, que d'autres personnes sont dans le dénuement, je pense que c'est au niveau mondial, on doit revoir nos stratégies. Et je pense que cette situation, je n'ai pas l'impression que les forces militaires peuvent résoudre les problèmes. Nous avons plutôt intérêt à dialoguer. Dialoguer avec les personnes qui sont ouvertes au dialogue, dialoguer pour que la paix advienne dans nos pays. C'est difficile, mais rien n'est impossible avec Dieu. Nous sommes des hommes de foi. C'est possible de tendre la main pour que les populations puissent vivre dans la quiétude. Justement, face à cette montée en puissance de l'insécurité dans la sous-région, on en est arrivé à l'avènement des régimes d'exception, des coups d'État par-ci par-là, conduisant les militaires aux commandes. Quelle analyse faites-vous de ces nouveaux régimes qui commencent à s'implanter en Afrique? Ces nouveaux régimes, je pense que ce qu'il faut voir, je pense que tout régime qui vient,
c'est dans le but de construire. Et au Niger, on n'en a pas eu. On ne souhaite pas qu'il y en ait. Mais ce qui est important, que ce soit des régimes militaires comme des régimes démocratiques, c'est de travailler pour une vision globale et tenir compte des populations qui souffrent. C'est de travailler de telle sorte que nos pays sortent du sous-développement. C'est de travailler de telle sorte que la sécurité advienne dans nos pays. C'est cela qui est important. La responsabilité nous demande à ce que nous nous engageons à tous les niveaux pour que les populations vivent dans la paix. Donc j'ai pris pour ce régime qui arrive. Je ne suis pas là pour faire un jugement, mais tout ce que je dis, c'est de prier pour que celui qui vient au pouvoir, que ça soit ici comme ça soit ailleurs, c'est de tenir compte de l'intérêt national de la population, les intérêts communs, et travailler en sorte à ce que je viens de dire, qu'il n'y ait pas une partie qui soit assise sur des hauteurs et que les autres triment. Faire en sorte que les pauvres soient intégrés et que ces pauvres qui sont aussi les enfants de Dieu puissent trouver d'abord cette joie et que nous puissions être des hommes et des femmes de partage dans le monde d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire et j'ai pris pour ces autorités à tous les niveaux. C'est justement ce sentiment de frustration qui amène les populations à trouver des boucs émissaires ou de vraies causes justement de ces problèmes qui s'abattent sur le continent africain. Et aujourd'hui, on a comme l'impression d'une contagion, d'un sentiment anti-français qui commence à s'étendre dans la sous-région. Alors, quel regard portez-vous sur cette situation qui fait couler aujourd'hui encore beaucoup d'encre et beaucoup de salive, que ce soit en Afrique ou ailleurs? Bon, le sentiment anti-français, oui, il a tendance à se généraliser parce qu'on pense que tout est dicté de l'extérieur et que la France peut mettre la main, avoir une main mise sur tout ce qui concerne l'Afrique. Je pense que ce sentiment anti-français ne doit pas seulement rester à notre niveau en disant les Français, les Français, les Français. Nous devrons nous interroger à l'intérieur. Que faisons-nous pour que on ait cette tendance de vouloir nous dominer? Je pense que nous avons aussi notre part de responsabilité. Au lieu de jeter l'éponge sur les autres, nous devrons nous interroger pour dire ensemble comment nous pouvons conjuguer nos forces en Afrique pour pouvoir aussi rayonner. On ne peut pas se séparer. La France est notre colonie. Nous sommes des colonies françaises. Nous avons besoin de la France. La France aussi a besoin de nous. Mais c'est une question d'entente et de pouvoir partager nos idées et de pouvoir voir le bien et pour la France et le bien pour l'Afrique aussi. Et je pense que ce sentiment, ça ne doit pas nourrir pour que nous restions à tourner autour, mais c'est de dire comment nos différents pays, nous devrons nous lancer, et avec la France et avec les autres, pour pouvoir sortir de cette situation qui mine toute l'Afrique. On a comme l'impression que la jeunesse a fini par prendre comme mot d'ordre plus rien ne sera comme avant en Afrique, et c'est ce qui justifie souvent ces marches que nous voyons par-ci, par-là en Afrique, et opposition à tout ce qui peut être qualifié aujourd'hui de néocolonialisme dans notre Afrique. Et ce sont les jeunes qui sont en avant. Alors vous avez certainement un appel à l'endroit de la jeunesse africaine. À l'endroit de la jeunesse africaine, si j'ai un appel à lancer, c'est d'abord la prise de conscience que le monde bouge, que nous ne pouvons pas rester fermés autour de nous et que nous devrons nous engager tous pour sortir de ce marasme économique. La jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui a besoin de repères. Et très souvent, nous évoluons. Nos écoles ne nous donnent plus ces repères pour que nous puissions nous situer en disant que devons-nous faire.
aujourd'hui, que ce soit au Burkina Faso comme au Niger, la jeunesse a tendance à tout réclamer, tout de suite, et tout doit changer. Or, le changement ne vient pas en un seul jour, c'est une prise de conscience. La jeunesse doit avoir sa place au niveau des instances de notre pays. La jeunesse qui a été formée, qu'on forme, cette jeunesse devient une jeunesse qui grandit tous les jours. Nous devons intégrer ces jeunes au niveau de nos structures, ouvrir, créer des postes pour ces jeunes, puisque la plupart, même quand nous voyons cette insécurité, les jeunes s'enrôlent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité. Faire en sorte à ce que les jeunes aient des activités et que nous, les anciens, nous puissions les accompagner à travers notre témoignage de vie. La jeunesse a besoin de repères. Cette jeunesse aussi doit s'engager en disant « Nous voulons, mais quel est l'effort que nous allons mettre ?» On ne peut pas recevoir sans souffrir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où chacun doit se lever. Et cette jeunesse ne doit pas rester seulement à tourner les pouces en disant on n'a pas fait, mais on doit interroger les gouvernants et les gouvernants doivent aussi ouvrir leur cœur de telle sorte que cette jeunesse ait sa place et qu'elle soit accompagnée. Et je pense que le sentiment généralisé, ce n'est pas un sentiment, c'est parce que si nous voyons les jeunes qui vont en Europe, ils ne veulent pas aller en Europe pour aller en Europe, mais c'est parce qu'il n'y a pas de débouchés en Afrique. Que devons-nous faire, que ce soit l'Église, que ce soit le politique, c'est ensemble que nous devons travailler pour que cette jeunesse ait un équilibre et que les valeurs qu'on devrait transmettre à la jeunesse, que nous ne perdons pas de vue sans ces repères, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Le pape François le dit, nous ne pouvons pas savoir où nous allons si nous ne savons pas d'où nous venons. Et la plupart du temps, les jeunes ne savent plus d'où ils viennent. Nous les anciens, encore, il est temps de remettre les pendules à l'heure à travers la formation. Mais justement, ces mêmes jeunes reprochent souvent à notre Église sa compromission avec les pouvoirs politiques en place. Alors que diriez-vous à ceux qui s'offusquent devant les silences et souvent la trop grande prudence de l'Église dans la prise de décisions ou de paroles devant certains événements sociaux et politiques en Afrique? L'Église est et demeurera toujours cette Église qui agit dans la prudence. La plupart du temps, je suis actuellement à votre studio, je parle, mais en parlant, c'est pas tout qui se dit. Et c'est pas tout ce que nous connaissons aussi qu'il faut exposer à l'extérieur. L'Église, avant de prendre décision, elle prend le temps de prier le maître de la sagesse afin de proclamer. Car toute parole qui vient de l'Église est considérée comme une parole d'évangile. Et on a besoin de cadrer. Donc on demande à la jeunesse, et ce n'est pas seulement la jeunesse, les gens disent l'Église devrait faire, moi-même je viens du Niger, la plupart, les prêtres, non, vous devrez réagir, il y a ceci, cela, on réagit, mais d'une manière prudente. On réagit souvent, on ne voit pas ce qui se dit, mais avec les autorités, avec les différentes couches, nous réagissons et nous faisons beaucoup d'efforts. Et très souvent, les choses changent dans notre manière de voir. La jeunesse, la plupart du temps, on dit, elle est impatiente. Et les gens sont souvent impatients d'avoir des réponses. Aujourd'hui, quelque chose qui arrive, vous-même les journalistes, vous êtes souvent très impatients. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Il ne suffit pas de faire. Il faut savoir les conséquences de ce qu'on fait. Et si nous sommes prudents, ça veut dire que la parole de Dieu est encore à l'œuvre. Le maître de la moisson nous envoie dans le champ pour que nous puissions être prudents comme les serpents, candides comme les colombes. Mais on ne parle pas au hasard, on parle pour construire. Quand une parole ne doit pas construire, ce n'est pas la peine de la faire sortir. Et c'est pour cela que l'Église reste prudente. Elle agit,
mais les gens ne voient pas. Le royaume grandit. C'est petit à petit, comme dit le proverbe de chez nous, que la tête du sanglier grossit. Ce n'est pas en un seul jour. Encore les personnes qui pensent que l'Église ne réagit pas, l'Église réagit à sa manière, mais pas à la manière du monde où tout est publicitaire. Merci vraiment à vous pour cet éclairage. La joie d'un évêque, c'est certainement aussi de voir augmenter le nombre de chrétiens dans les églises et aussi le nombre de prêtres, de religieux, religieuses et catéchistes dans les diocèses. Parlez-nous maintenant des vocations religieuses, sacerdotales et catéchétiques dans votre diocèse. Monseigneur Ambroise, l'évêque de Maradi, disait ceci. En 1984, je suis arrivé au Niger comme missionnaire. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, qu'il y aurait des prêtres nigériens. Il dit quand il est venu, il a déballé ses valises, il s'est dit mais pourquoi j'ai quitté le Burkina pour être au Niger? Et aujourd'hui il dit que c'est un miracle, parce que là où on ne pense pas, l'évangile travaille. Nous avons au niveau de notre archidiocèse une augmentation croissante, mais comparativement au Burkina, on peut dire que c'est minime. Nous avons déjà, quand Monseigneur Ambroise est arrivé, il n'y avait aucun prêtre diocésain. À l'heure actuelle où je vous parle, nous avons 18 prêtres diocésains et on aura une ordination sacerdotale le 15 octobre prochain. Nous avons déjà un diacre qui sera en vue pour l'année prochaine et nous avons 12 grands séminaristes qui sont de la propédeutique à la dernière année de formation dans les grands séminaires. Pour nous, c'est marquant, il y a une montée, et on ne pouvait pas imaginer, et la plupart sont des Nigériens. Du côté des chrétiens, nous avons 18 paroisses. Sur ces 18 paroisses, je disais tantôt que 3 sont fermées, mais les communautés chrétiennes sont vivantes. Il y a les sacrements. Les baptêmes, pour nous, cette année, malgré les 3 paroisses fermées, nous avons eu jusqu'à 550 baptêmes. Pour le Niger, c'est beaucoup. Et ça évolue. Au niveau des catéchistes, nous avons 235 dans notre archidiocèse. Et la plupart viennent du côté de Makalondi, ma paroisse d'origine, où les missionnaires ont pris à cœur la formation des catéchistes. Cela évolue. Le nombre de chrétiens augmente et il y a même souvent des conversions de l'islam au christianisme, comme souvent il y a aussi des gens qui quittent le catholicisme pour devenir des musulmans. Mais pour nous, ce n'est pas le grand nombre qui, comme dit, ce n'est pas la grosseur du carité qui fait sa saveur, mais la présence de l'évangile, les valeurs évangéliques dans la vie de nos chrétiens. Il y a une augmentation et moi qui suis archevêque, je le sens, je visite les paroisses, je vois. Et ce qui est marquant pour moi, Makalondi, c'est une paroisse où il n'y a plus de prêtres ni de religieuses à cause de l'insécurité. Mais curieusement, les catéchistes viennent me voir pour dire, Monseigneur, il n'y a plus de place dans l'église. Nous sommes souvent plus de 1000 dans l'église, il n'y a même plus de bancs. Donc, à la rentrée, il faut même augmenter. Donc, cela, c'est une grâce. Les difficultés sont là, les gens s'accrochent à Dieu. Et nous allons prier pour que le fait qu'ils soient fervents dans leur foi, que nous puissions leur donner le goût aussi de continuer à s'enraciner dans la foi chrétienne. Merci vraiment à vous, Excellence, pour ces beaux témoignages sur l'Église au Niger. Merci au Seigneur aussi pour tout ce qu'il nous permet de découvrir sur les vocations sacerdotales, religieuses et catéchétiques au Niger. Merci pour votre disponibilité et l'intérêt que vous accordez aussi aux radios catholiques du Burkina en acceptant cette invitation. Vous êtes le tout premier invité à cette émission Visage sur les radios catholiques du Burkina. Et c'est avec joie que nous allons à présent nous incliner, nous et tous les fidèles auditeurs des radios catholiques du Burkina, pour recevoir votre bénédiction d'archevêque de
Niamey. À la fin de cette émission, je dis merci à vous qui m'avez permis d'être au studio en ce milieu de jour pour parler de l'église du Niger, parler de notre église, famille de Dieu au Burkina et au Niger. Et nous prions pour que la grâce de Dieu nous accompagne tous, chrétiens du Burkina Faso, chrétiens du Niger, musulmans du Burkina Faso, musulmans du Niger comme de la sous-région, que le Seigneur nous donne la grâce de nous tenir les mains dans le dialogue pour lutter contre le mal qui nous assaille. Et que, en ce milieu de jour, la grâce de Dieu descende sur nous. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous permet de nous retrouver, fasse descendre sa bénédiction sur tous ceux qui nous écoutent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, chers amis du réseau des radios catholiques du Burkina. C'était votre émission Visage sur les RCB qui recevait comme invité du jour son Excellence Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey. Au revoir et à très bientôt. Chaque personne est unique, son histoire l'est tout autant. À chaque samedi, son visage sur les RCB, votre rencontre avec une diversité d'invités du réseau des radios catholiques du Burkina, tous les samedis à 15h.